Bonjour à tous, c'est AT. Comme vous le savez, j'étais pilote de chasse dans l'aéronaval sur Super Étendard et Rafale M. Je suis maintenant pilote de ligne en Amérique du Nord et conférencier. Mais aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est vous amener dans le hangar de Corsair, voir un Airbus A330-200, le 4, c'est son petit nom, et qui a vraiment une signification très particulière pour moi, car mon père était commandant de bord chez Corsair et il a effectué le tout premier vol commercial de l'avion que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons visiter de fond en comble et qui va retrouver sur son aile droite son moteur d'origine. Allez, c'est parti! Eh ben bonjour! Bonjour! Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et où nous nous trouvons, s'il te plaît? Je m'appelle Ener Frécassi, je suis le directeur technique flotte de la compagnie Corsair. Bienvenue dans les installations que nous appelons le hangar HN7 sur l'aéroport d'Orly, qui est l'atelier pour l'entretien en fait que nous effectuons sur les avions de la flotte Corsair. Donc nous sommes la direction technique de la compagnie, une compagnie qui va fêter cette année son 40e anniversaire avec donc une longue expérience sur l'entretien des avions et en particulier sur ce type d'avion que vous voyez ici qui est un A330-200 que nous opérons en ce moment avec 4 autres A330. Nous allons également intégrer 5 A330-900 de type Neo prochainement, 3 exemplaires avant l'été en particulier. Qu'est-ce que va être la grosse différence entre le Neo et l'A330-200 dont on voit un changement de moteur justement en ce moment derrière? Les différences principales entre un A330-900 Neo et un A330 qu'on appelle classique, CEO, sont bien évidemment la motorisation, c'est pour ça qu'on l'appelle Neo, ça signifie New Engine Option. Il y a également une différence au niveau de l'aile, c'est une aile qui a été entièrement redessinée, nouvellement conçue. Et puis aussi, on va dire, une modernisation de certains systèmes à bord de l'avion. D'accord. Au niveau de Corsair, vous êtes uniquement présent sur la plateforme d'Orly, d'un point de vue technique? La maintenance Corsair est présente sur Orly, mais pas exclusivement à Orly. Nous avons également une équipe qui est basée à La Réunion et qui assure l'entretien pour tout l'océan Indien. Et puis ensuite, pour les autres escales, nous avons des contrats de sous-traitance avec d'autres acteurs reconnus de la maintenance. D'accord. Quel a été l'impact de la Covid sur l'activité de Corsair et principalement sur la direction technique? La crise Covid n'a pas empêché la direction technique de travailler sur les avions. Nous sommes passés d'un mode maintien de l'état de vol à un mode de stockage des avions. Le stockage des avions est un protocole bien précis pendant lequel nous sommes redevables de certaines tâches de maintenance qui sont effectivement définies par l'avionneur, le motoriste ou les équipementiers et qui nous amènent à préserver l'avion en état de vol. Quel a été votre parcours avant de prendre justement Alors, avant tout, je suis un passionné d'aviation depuis la naissance et ensuite j'ai une formation d'ingénieur aérospatial. J'ai commencé ma carrière chez Rolls-Royce en Angleterre dans la conception avion et dans le soutien pour les compagnies aériennes. Ensuite, je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler pour Corsair aux opérations aériennes en tant qu'ingénieur performance avion. Et puis ensuite, je suis passé à la direction technique, responsable de l'équipe moteur, responsable de la partie engineering navigabilité et puis directeur de la flotte et directeur technique flotte récemment depuis septembre. Donc, tous les échelons. Voilà. Félicitations. Merci. Dernière petite question, vous avez travaillé chez Rolls-Royce, du coup ce qu'on retrouve sur ces 330-200, c'est quoi comme motorisation? Alors, nos avions sont tous motorisés en Rolls-Royce, donc effectivement c'est un peu une coïncidence, hein. Je me retrouve à travailler côté client par rapport à cette société qui effectivement m'a permis de commencer ma carrière professionnelle. Voilà. Mais on est fiers d'avoir des avions qui sont motorisés Rolls. C'est une marque peut-être la seule effectivement qui est connue, on va dire, même par le grand public. Voilà. La Rolls Désert. Eh ben, merci beaucoup. Exactement. Aujourd'hui, oui, on a une opération de maintenance assez particulière et assez lourde, assez conséquente. Donc on change un moteur, on change carrément un moteur. Alors on change le moteur pas parce qu'il est en panne, pas parce qu'il est cassé. Il y a un programme d'entretien et un moteur a une durée de vie. Donc il y a un moment de façon préventive, on décide de déposer le moteur va retourner en atelier, il va subir une révision complète et il va de nouveau être injecté dans le circuit. Il y a certains éléments qui doivent être désaccouplés du moteur, notamment l'entrée d'air qui se trouve derrière Pierre-Henri. Donc c'est l'entrée d'air qui est le gros truc. Voilà, c'est l'entrée d'air, d'ailleurs on s'apprête à la réaccoupler au niveau du moteur. Donc c'est une grosse opération de maintenance, mais bon, les gens sont aguerris, les gens ont l'habitude, les gens sont formés. Ils sont habitués à la tâche, même si aujourd'hui on a encore des gens conformes, justement on en profite à ce moment-là de pouvoir former les jeunes et puis
ça peut participer à ce genre d'opération. Donc opération importante. C'est un gros moteur, ça pousse beaucoup. À titre d'exemple, c'est 35 tonnes de poussée. Donc c'est quand même assez conséquent. Normal, c'est un bimoteur, donc il faut qu'il y ait des moteurs conséquents. 35 tonnes de poussée, le Rafale à pleine charge, le M88, donc c'est deux moteurs, pareil le Rafale, c'est 7 tonnes 5. Donc là c'est 35. Donc si vous pensez qu'un moteur d'avion de chasse ça pousse beaucoup, bah, je vous laisse faire les maths, mais 7 tonnes 5 versus 35 tonnes. C'est ça. Donc là, bienvenue à bord du 4. Donc on va commencer par le cockpit. Donc là, comme vous pouvez constater, il n'y a pas grand chose d'allumé, tout simplement parce que l'avion n'est pas alimenté, l'avion n'est pas sous tension. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un groupe de parcs qui permet de donner une génération électrique. Par contre là je vois un petit bouton, il est écrit external A. Ça veut dire que sur la prise extérieure A, j'ai un groupe de parcs de branchés et on voit que c'est bien mis available. Donc avant toute mise sous tension d'avion, on regarde toujours que la mise sous tension ne va pas provoquer quelque chose qui pourrait même provoquer un incident. Des volets qui ne sont pas en position concordante, un tas de choses. Et là vous pouvez constater, comme on est en opération de maintenance en changement moteur, vous avez des fameuses étiquettes Do Not Touch. Ça veut dire, les collègues étant en train d'intervenir sur le moteur, on a tous des systèmes qu'il ne faut surtout pas activer, parce que ça pourrait endommager déjà un collègue et ça pourrait endommager un système avion. Je vais alimenter l'avion. Là, il y a forcément tous les ordinateurs, parce qu'il y a quelques utilisateurs qui se mettent en fonctionnement. Ces ordinateurs sont en train de faire des building tests, donc tout ça va se mettre en route et tous les systèmes vont commencer à se mettre disponibles. Donc deux moteurs, on retrouve ici les manettes de poussée, deux manettes de poussée, deux moteurs, les manettes de démarrage par exemple, toujours deux moteurs. Et là on voit l'étiquette danger sur le moteur 2 qui est en changement moteur. Donc de chaque côté on va retrouver rigoureusement la même chose côté commandant de bord, à gauche le commandant de bord et à droite l'officier pilote de ligne. Donc je dirais que c'est des gens qui ont la même formation, qui savent faire le même boulot. Après le commandant de bord a la fonction hiérarchique, il a la fonction de responsabilité, il a la fonction de commandant. Lui il est responsable de l'équipage, c'est un petit chef d'entreprise au sein de l'avion. Donc on va retrouver les mêmes écrans côté commandant que côté copilote. La particularité de l'Airbus A330, vous voyez c'est super confortable. En vol on peut avoir une belle tablette pour manger son plateau repas. Ça permet de manger proprement. Ça permet aussi de pouvoir mettre les cartes, la documentation, tout ça. Bien sûr, en phase de décollage, atterrissage, cette tablette sera rétractée en cas de turbulence aussi. Particularité aussi de l'avion, il se pilote avec le mini-manche, comme sur le Rafale. C'est ça, vous avez vu le débattement est énorme. Quand on est sur Rafale, par exemple, le débattement est très faible. On parle d'un centimètre. Là, on est sur des débattements qui sont quand même beaucoup plus grands. Il y a des systèmes de commande de vol légèrement différents, mais on parlera de tout ça dans une vidéo sur les commandes de vol. Sébastien, tu as fait quoi comme formation? Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé par un BTS aéronautique en apprentissage, 2 ans chez Air France, dans un bureau technique support production. Après j'ai fait une licence professionnelle propulsion aéronautique et spatiale à l'IUT de Ville d'Avray, en apprentissage toujours chez Safran sur le site de Saint-Quentin, donc à la maintenance moteur forte puissance, donc GE90 et le moteur du 777 et GP7000, le moteur de la 380. Des gros moteurs. Hein. Ouais, alors c'était spécialisé module basse pression et haute pression des moteurs, on ne faisait pas tout le moteur. Et en fait, à la suite de cette expérience, je me suis pas trop plu en fait, dans l'engineering et j'ai voulu me réorienter sur des métiers plus manuels, donc le métier de mécanicien avion en production. Et donc j'ai fait un bac pro en 1 an au CFA des métiers de l'aérien. Et donc chez Corsair, je suis rentré en apprenti en tant qu'apprenti en 2016 chez Corsair. Et puis après, mention complémentaire, licence Part 66, mécanicien l'année d'après, toujours chez Corsair. Embauché en 2018, CDI. Et depuis, j'attends l'obtention de ma licence de mécano cet été. Voilà. Alors ici, on se trouve dans un sud cargo avant. Nous voilà dans un sud cargo avant. Alors comme vous pouvez constater, il y a de la place. J'arrive presque à me tenir debout. C'est clair. Mais bon, il y a de la place. C'est dans ce compartiment-là qu'on va venir mettre les containers, on va mettre le cargo, ça peut être des palettes. Alors particularité pour déplacer ces containers qui parfois sont quand même assez lourds, il y a ce qu'on appelle des PDU. Donc ce sont des petits moteurs que vous pouvez voir ici. Ces petits moteurs-là. Et en fait ces petits moteurs-là vont tourner et la palette étant au-dessus, elle va entraîner la palette dans un sens ou dans l'autre. Une fois que toutes les palettes sont installées dans l'avion, il est super important pour la sécurité
vérifier que ce palette soit bien conditionné et surtout soit bien verrouillé. Donc, dans toute la soute, on retrouve des systèmes de verrouillage. Une fois que la palette est installée, on va relever ça et vous voyez que la palette étant là, elle sera retenue. Donc ça c'est impératif, c'est un élément de sécurité qui permet de verrouiller toutes les palettes et les conteneurs. Sur le pitot, on peut voir il y a une petite pastille. Alors tiens, on se demande, c'est écrit oxygène discharge. Il ne faut pas oublier qu'en cas de besoin, les équipages, tout comme les passagers, vont être autonomes et vont pouvoir prendre de l'oxygène. Au cas où, si jamais la bouteille d'oxygène venait à être vide, où il y aurait une décharge thermique de la bouteille, on pourrait déjà le voir au niveau de ce petit voyant. C'est une petite pastille qui aurait disparu. Ça nous indique que la bouteille d'oxygène est vide. Donc forcément, ce n'est pas une situation d'avenir, l'avion ne partirait pas dans ces conditions. On est au niveau des trains principaux. Donc il y a des trains principaux d'Aigle. Sur l'Airbus, il y a deux trains principaux, donc l'aile gauche et l'aile droite. Là, vous pouvez voir la taille des roues. Pour information, je suis 1m87, donc c'est assez conséquent. Ce sont des grosses roues. Forcément, c'est un gros avion. Ouais, je suis plus petit que Fred, hein, je suis à 82. Alors, particularité, contrairement au train avant, là, chaque roue est freinée. Là, vous allez voir ce qu'on appelle un bloc de frein. Donc, c'est des freins à nouvelle technologie. Maintenant, tous les freins sont en carbone. Hein. Donc, vous voyez, le frein ici, c'est tous des pistons qui viennent pousser les plaquettes pour pouvoir freiner la roue. Alors, attends, ça c'est super intéressant. C'est-à-dire que là, on a une grosse plaquette qui fait tout le tour. Voilà, plusieurs plaquettes, en fait, des étages de plaquettes. On a des étages de plaquettes voilà. Et tu as ces pistons qui donc voilà, ça vient ces pistons s'enfoncer. Ils sont alimentés, ici on a une alimentation hydraulique hein, qui viennent ici alimenter. Les pistons viennent s'enfoncer, donc ils viennent pousser les disques et ils vont arrêter la roue. Et donc quand ici, tu commences à freiner, ça appuie sur les 360 voilà, degrés. C'est ça, exactement. C'est pas juste à un endroit, voilà. Ça freine bien partout en même temps. Alors ici, petite chose intéressante aussi, sur laquelle les pilotes, ça fait partie du check devant le tour avion. Et nous, en termes de maintenance, chose qu'on vérifie. Ici, vous avez le témoin d'usure. Vous voyez cette tige qui dépasse? C'est ce qu'on appelle le témoin d'usure. Là, on voit que le frein il est pratiquement neuf. Plus les disques vont s'user, plus en fait, quand le frein va être appliqué, la tige ici va diminuer en longueur. Alors ici, ce sont des accès qu'on utilise uniquement en maintenance. Ça permet en fait d'ouvrir le logement de train. Il faut savoir que tout avion avec des trains rétractables, à la rentrée du train, on va ouvrir un compartiment, le train va rentrer, une fois que le train est rentré, on referme ce compartiment pour être en configuration lisse et ne pas engendrer de traînée. Alors sur Boeing 737, on est un peu spéciaux. Mais... Oui, les trappes sont intégrées au train. Alors, à la sortie du train, forcément, on ouvre le compartiment, le train sort et la trappe se referme. Donc là, au sol, comme nous, on a besoin de faire des inspections ou des choses comme ça, on a besoin d'accéder à ce logement. Donc là, au sol, on va ouvrir ce fameux logement de train. Donc pour ce faire, on a une poignée dédiée. Voilà, donc j'ai enlevé la goupille de sécurité. Donc ici, avant de se faire, je regarde qu'il n'y ait personne dans le périmètre où la porte va sortir, hein, parce qu'il ne faudrait pas blesser quelqu'un. Et je me suis assuré aussi qu'il n'y avait personne qui était dedans pour une intervention quelconque. Donc là, on va sortir la trappe. C'est de la grande porte. Hein. Sésame, ouvre-toi. Donc voilà. C'est énorme. Là, hein. le logement de train est ouvert. Donc à la rétraction du train, c'est gigantesque. Cette trappe s'ouvre exactement comme ça s'est passé là. Comme vous pouvez voir, on est autorisé à montrer. Le vérin de rétraction de la porte de train. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les réservoirs hydrauliques. Donc là, vous en avez un, vous en avez un autre ici, là-haut. Donc c'est des réservoirs hydrauliques pour pouvoir alimenter les différents circuits hydrauliques de l'avion. Sur Airbus, sur d'autres modèles d'avions, sur Airbus, on classe les circuits hydrauliques en couleurs. Le circuit vert, le circuit bleu et le circuit jaune. Donc, différents équipements, il y a un tas de choses, hein. Il y a des filtres, il y a vraiment un tas de choses. Donc tout est référencé, tout est connu, tout est inspecté régulièrement sur un protocole de maintenance et tout ça. Ici vous avez notamment une tuyauterie pneumatique pour amener l'air depuis l'APU aux servitudes, au sol. Et avec quoi est-ce qu'on gonfle les pneus du coup? Alors les pneus ils sont gonflés à l'azote. À l'azote. Ils sont gonflés à l'azote. Parfait. Et bah super, merci beaucoup. Alors on continue. Donc ici on arrive à l'arrière de l'avion. Je vous ai parlé d'APU, donc l'APU en anglais c'est Auxiliary Power Unit. Donc c'est un groupe auxiliaire de puissance. Ni plus ni moins, c'est un petit moteur. C'est pratiquement un petit moteur d'avion. Sa particularité en fait c'est d'être autonome au sol. Donc l'avion, souvent quand vous êtes au sol, si vous avez eu une fois l'opportunité d'embarquer par des passerelles extérieures, il y a un bruit, c'est le bruit de ce moteur.
Le moteur, il se trouve tout le temps au cul de l'avion. Dès qu'on est sur gros porteur, il se trouve au cul de l'avion. Et si on va à l'arrière, ici, on va voir. Donc, au niveau du cul, déjà, on distingue, il y a des feux de position aussi, des feux de navigation. Et on voit une grosse sortie. En fait, c'est la sortie du moteur auxiliaire de puissance. Ce moteur auxiliaire de puissance, il permet d'avoir une autonomie au sol de l'avion. Ça veut dire que ce moteur, il va fournir une génération électrique pour pouvoir alimenter électriquement l'avion. Il va également fournir une génération pneumatique pour pouvoir conditionner l'avion et pour pouvoir permettre le démarrage des moteurs, comme je vous l'ai expliqué, les démarreurs moteurs étant des démarreurs entraînés par une turbine qui elles-mêmes sont entraînées par du pneumatique. Donc, grâce à l'APU, on est parfaitement autonome pour pouvoir mettre en œuvre un avion de ligne. APU présent également sur Rafale. Nous avons un APU sur Rafale. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Une version longue sera également créée. D'ici là, j'espère que vous allez prendre du plaisir à voyager ou en tout cas à préparer des voyages pour l'après, pour vos prochaines vacances. En tout cas, l'Airbus A330-200 est un avion fabuleux et ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire d'autres reportages, notamment sur la partie vol ou sur la préparation des missions. À très bientôt et surtout, stay safe et fly safe.